Bonjour Monsieur Senghor. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire. Nous célébrons ce 21 septembre la journée internationale de la paix. Qui parle de paix pense à la Casamance pour un retour définitif de la paix en Casamance. Aujourd'hui, quel est votre premier souhait? Écoutez, je crois que déjà merci de cette occasion que vous me donnez pour pouvoir me prononcer un peu sur cette question qui est cruciale pour tout Casamancé, tout Sénégalais, tout humain d'ailleurs. La paix, c'est un peu la base de tout. Et la célébration de cette journée est une occasion pour moi de saluer un peu ce que le chef de l'État Macky Sall a fait pour un retour de la paix définitive en Casamance. Bon, je crois que là, même ceux qui ne veulent pas voir, ils voient qu'en fait, il y a eu des pas importants qui ont été faits, des actions majeures qui ont été faites dans le sens du rétablissement de la paix dans cette région. Vous savez, en fait, la paix d'abord avant le développement avant la paix, c'est une dialectique qui aujourd'hui n'a plus lieu de faire débat. Parce qu'en fait, toutes les actions que nous posons, qui sont posées par le gouvernement en vue de faire en sorte que la Casamance avance, participent justement du rétablissement de la paix en Casamance. Et parlant de ces activités, c'est bien aussi ces actions, c'est bien que ça soit un peu connu par d'autres qui les ignorent jusqu'à présent. Si on peut avoir un résumé de ce qui a été fait depuis là, même si on ne pourra pas avoir une idée exhaustive, mais quand même, on pourrait avoir quelques exemples précis, palpables en même temps aussi. Oui, je crois que là, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour faire le bilan de ce qui a été réalisé par le chef de l'État en Casamance, notamment aussi bien la région de Sédhiou, disons la région naturelle de Casamance. Le chef de l'État, Macky Sall, je pense qu'il a posé des actes assez puissants. Prenons la région de Sédhiou dans laquelle nous sommes. Vous savez, nous sommes nés ici. Nous avons grandi avec un rêve de voir la route Sédhiou-Marsassoum goudronnée. C'est fait, sous le magistère de Macky. Moi, j'ai été parmi les Sédhiouas qui ont étudié à Saint-Louis. Nous avons quitté cette région au début des années 80 pour aller à Saint-Louis. Et donc, c'était un calvaire. Le pont de la Gambie, c'est une réalisation majeure. Quoi qu'on puisse dire, c'est aussi évidemment du fait de la hargne, de l'engagement du président Macky Sall et de son homologue gambien. C'est grâce à cela que le pont de la Gambie... Moi, je prenais l'avion tout le temps. Demandez-leur, maintenant, je prends la route. Parce que c'est devenu beaucoup plus facile de faire la route. En même temps, on fait du chemin. Et contempler en même temps. On contemple le paysage et c'est plaisant de prendre la route maintenant. Je crois que... et puis, vous avez entendu parler de la Boucle du Boudié, tout ce qui est en train d'être fait dans la zone des Kalounaï, toutes les réalisations qui sont visibles et celles qui sont invisibles que le chef de l'État a réalisées ici, dans cette région. Le pont de Marsassoum aussi, c'est pas une chimère, c'est pas un rêve, c'est en train de devenir une réalité. Mais parlant de ces ponts, on va faire un petit break parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de ponts qui sont en ruine, en commençant par le pont Émile Badian de Ziguinchor, qui, à mon avis, a beaucoup duré, le pont de Baïla, le pont de Djouloulou, et un peu partout, on voit que ces ponts s'effondrent. Est-ce qu'il n'y a pas urgence de ce côté aussi de revoir cette carte un peu, à la limite, alarmante? Je suis d'accord qu'il faut effectivement réhabiliter ces ponts qui ont été réalisés il y a longtemps, c'est clair. Donc cette option de reprendre ces ponts-là est aujourd'hui dans l'agenda du chef de l'État, c'est clair. Vous pensez que le chef de l'État est bien informé sur ces ponts qui menacent ruine? Écoutez, je pense que c'est le Sénégalais le mieux informé. Bon, peut-être qu'il n'est pas au fait de tous les détails, mais je suis certain que ses collaborateurs qui ont en charge de ces questions lui rendent compte de ce que ces ponts-là ont besoin d'être réhabilités parce que c'est fondamental. Je me demande, est-ce qu'ils sont au courant du danger? Parce que vous prenez l'exemple du pont de Djouloulou, de Baïla. Ces ponts, une fois à terre,
vous voyez que c'est pratiquement impossible d'être de l'autre côté du Sénégal. Oui, moi je n'ose pas penser que les collaborateurs du chef de l'État, qui sont des hommes et des femmes avertis, ne soient pas au courant de cela, parce que tout part de la base et ils ont la cartographie de toutes ces infrastructures. Il y a un ministre en charge de ces questions. Je suis certain que ces services sont au courant et lui-même il est au courant. Vous savez, tout ne peut pas être fait d'un seul coup. Il faut y aller crescendo, petit à petit, et je suis certain que dans l'agenda et dans le programme que le chef de l'État a tracé pour la réalisation de ces infrastructures, ces ponts font partie, c'est clair. Donc, non, l'un dans l'autre, je pense que la Casamance est en train d'avancer et tout ceci participe du rétablissement de la paix définitive. Les bateaux vont reprendre, ça fait partie aussi des réalisations du chef de l'État. Vous vous glorifiez de cela aussi? Attendez, ça, et comment? Il y a combien de bateaux? 4. 2 de fret et 2 bateaux Arguin et Jambon. Voilà. Et puis il y a combien de rotations de l'avion des avions par jour? Il y en a au moins 4. 2. 2 le matin, 2 le matin, 2 l'après-midi. Donc 4 rotations par jour sous Ziguinchor. Non, je crois que là, franchement, le désenclavement de la Casamance est en train de marquer de grands pas. Et ça, c'est le fait de l'engagement du chef de l'État, ça c'est clair. Donc là, tout ceci participe de la paix, en plus de tous ces projets qui sont en cours dans la région. Et les gens commencent un peu à voir le bout du tunnel. Et c'est l'économie qui va tirer, le social. Et c'est tout ceci qui va rétablir la paix en Casamance. Et ça, vraiment, c'est du fait de... Okay, oui. Vous parlez tout à l'heure aussi de la boucle du Boulf. C'est vrai que quand même c'est un effort aussi qui a été constaté dans ce côté. Mais sauf qu'on dira que la boucle du Boulf n'a pas encore bouclé tous les autres villages. Il y a d'autres qui sont encore en rade. Pour ne pas citer, prenez l'exemple, une fois à Kotengor, il y a un raccourci qui mène jusqu'à Balingor en passant par des villages comme Tandiman, Djourou, pour ne citer que ces villages. Est-ce que parmi ces questions prioritaires, on ne devait pas prendre en compte le fait que ces boucles doivent vraiment boucler tous les villages qui sont concernés? Oui, moi je parlais pas de la boucle du Blouf, je parlais de la boucle du Boudier qui est un projet qui est cher aux Sédiois, aux habitants de la région de Sédio. Mais puisque vous parlez de la boucle du Blouf, je crois que c'est aussi un projet qui est dans l'agenda et qui aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, tout n'est pas bouclé, mais je crois que c'est en voie de l'être. Voilà, le monde ne s'est pas fait en un seul jour. On y est allé par étapes et je suis conscient que avant la fin au cours de ces 2 prochaines années, ces boucles dont vous parlez seront bouclées. Idée des forages au niveau des localités, quel est le bilan que nous pouvons tirer aujourd'hui? L'accès à l'eau potable, est-ce que cette question est carrément prise en compte de manière sérieuse? Vous, quand vous faites le bilan, vous retenez quoi sur l'accès à l'eau potable, la santé et l'éducation? Vous abordez là 3 problématiques majeures. L'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation. Ce sont aussi des questions qui préoccupent le chef de l'État. C'est aussi des priorités majeures pour les populations. Encore une fois, tout n'est peut-être pas nickel, mais des réalisations importantes sont à souligner. Dans l'accès à l'eau potable, il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Mais je crois que lorsqu'on regarde ces 5, 6, 7 dernières années, il y a eu de gros efforts qui ont été réalisés en Casamance. L'accès à l'éducation, il y a encore beaucoup à faire pour que nos enfants puissent fréquenter des écoles, pas des écoles qui ne sont pas encore bien aménagées, parce que les abris provisoires, c'est aussi un lointain souvenir qui doit être une réalité dans la région. Tout n'est pas réglé, mais je crois que on est en train d'y aller, on est en train d'y arriver. Vous avez parlé de la santé. Vous avez vu Sédhiou, quand vous faites le Sédhiou Marsassoum, vous avez vu l'hôpital qui est en train d'être, le nouvel hôpital qui est en train d'être construit. Que les populations sont pressées de le voir. Hein. C'est vrai. Bon, moi aussi, je suis pressé. Je crois que les autorités aussi, le chef de l'État est aussi pressé de voir cet hôpital devenir une réalisation. Mais écoutez, tout est prioritaire, il faut aller vite. On va peut-être pas assez vite, mais malheureusement, nous sommes un pays tel qu'il est, avec les moyens qui sont limités. Mais franchement, je crois que si on regarde un peu comment les choses sont en train de se dérouler, ça va. Il y a des efforts qui se font.
beaucoup d'efforts. Il y a des efforts, oui, il faut le reconnaître, mais quand même, il y a encore pas mal de choses à voir parce que l'agriculture, on a entendu le chef de l'État avec un peu son gouvernement évoquer des problèmes de tracteurs, je ne dirais pas des problèmes, mais cette volonté d'aller moderniser l'agriculture. Mais quand vous faites le constat au niveau des terrains, même ici à Sédhiou, des paysans se demandent où sont ces tracteurs. Est-ce que cette politique de valoriser ou de moderniser cette agriculture n'a pas encore peiné jusqu'à présent à décoller? Bon, d'abord, il faut comprendre que la modernisation de l'agriculture, c'est pas donner des tracteurs à tout le monde. C'est entre autres aussi. Oui, mais attendez. Il faut pas qu'on pense que la mécanisation, c'est la motorisation. Je m'explique. On ne peut pas donner des tracteurs à des gens qui ont 1 hectare. Ça sert à rien. Un tracteur, un John Deere 90 chevaux, vous le mettez sur une superficie de 1 hectare, c'est une demi-heure. C'est terminé. Après le tracteur, vous faites quoi? Si on donne des tracteurs à tout le monde, on va non. La roue, le pneu d'un tracteur, vous le donnez à quelqu'un qui en fait n'a pas l'habitude de gérer en fait les outils comme ça. Le tracteur tombe en panne, enfin le pneu crève, c'est 800 000. Le tracteur est tout neuf, il est garé. C'est un investissement qui est nul. Non. La question, c'est que, et le chef de l'État en parle souvent, je crois qu'aujourd'hui, la modernisation de l'agriculture passe effectivement par la mécanisation, mais il y a des étapes. Mécanisation, motorisation par la suite. On est à quelle étape, nous? Il y a des gens aujourd'hui qui ont des superficies de 1 hectare, ils n'ont pas besoin de tracteur. Ils ont besoin de houe, le houssine, par exemple, et d'avoir une traction bovine, traction animale, d'être encadré par des techniciens qui s'y connaissent pour que les itinéraires techniques soient bien maîtrisés, pour que la productivité devienne quelque chose de réel. Mais c'est à l'État d'organiser tout cela. Par exemple, quand vous dites qu'il faut avoir beaucoup d'hectares, est-ce que l'État ne devait pas aller dans des villages pour que ces villages soient organisés, pour que les hectares qui sont tout le temps morcelés ne soient plus morcelés et qu'ils fassent une exploitation de manière générale? Ça doit être aussi un travail de l'État dans l'organisation, non? Oui, bon. Ça, c'est plusieurs questions qui sont difficiles à traiter en même temps. On va faire un saut dans le fin fond de la Casamance, dans le sud, dans le Kassa par exemple. Vous avez des petites parcelles dans la riziculture d'un quart d'hectare par ménage, par famille. Vous voulez aller faire un remembrement là-bas, c'est une révolution que vous proposez à mes parents du Hollande là-bas. C'est très compliqué. C'est des problèmes sociaux. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. C'est effectivement petit à petit que les gens vont comprendre que, en modernisant l'agriculture, en remembrant nos terres, en ayant des superficies beaucoup plus grandes, en permettant aux gens de comprendre que on peut passer de rendement de 1 tonne à l'hectare de riz à 6-7 tonnes à l'hectare, en améliorant la technicité dans la production, en améliorant la façon dont on apporte les intrants. C'est ça qui va moderniser notre agriculture d'abord. C'est ensuite la modernisation, la mécanisation, la motorisation se fera par des privés qui, eux, vont se sentir vraiment dans presque l'obligation de s'équiper. L'État crée un cadre. C'est ce que beaucoup de projets ont essayé de faire dans la région. Créer un cadre où on mutualise les équipements, parce que moi je suis contre le tout au tracteur, ça n'a pas de sens. Il faut permettre à des communautés de villages qui, eux, ont des superficies qui ne sont pas grandes, parce que vous parlez de que l'État organise pour que les gens aient des superficies grandes. La terre aujourd'hui ici, c'est pas, même si la terre appartient quelque part à l'État, mais ce sont les collectivités locales qui détiennent les terres. Et ce sont les familles et les ménages qui ont des petites parcelles, etc. Vous avez, dans un passé pas lointain, des projets qui ont essayé de le faire ici, pour non seulement mutualiser les moyens et ensuite permettre aux gens d'aller développer ces connaissances acquises dans des clusters, dans leur propre terre. Donc il y a tout ce travail-là qu'il faut faire pour que notre agriculture soit modernisée. C'est pas simplement la mécanisation et la motorisation, c'est d'abord en amont, si on veut avoir de bons fermiers capables de faire 2 campagnes. Il faut d'abord maîtriser l'eau, il faut maîtriser la technicité, les intrants et tout, mais il faut des gens
des vrais fermiers, de gestionnaires de ferme pour avoir de bonnes fermes. Vous ne pouvez pas avoir de ferme si vous n'avez pas des managers de ferme. C'est ça un peu, je suis d'accord avec vous. Il faut d'abord travailler en amont pour préparer les gens à pouvoir développer leur agriculture, pouvoir moderniser leur exploitation familiale. Ma dernière question, pour revenir à la dernière question, c'est surtout cette route qui relie Ziguinchor vers Bignona, de Ziguinchor à Tobor. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller tout à l'heure. Les derniers jours, pendant cet hivernage, on voit que cette route est vraiment praticable. Or, c'est la seule voie qui lie Ziguinchor à Bignona directement. Cette question, c'est une urgence, non, ou bien? Non, cette route, ça a toujours été un problème. C'est des pavés. Oui, ça a toujours été un problème. C'est-à-dire que il faut un gros investissement pour de bon, pour régler, relier Tobor à Ziguinchor par ce marécage, parce que ce sont des marécages. On n'a pas réglé le problème. Il faut des milliards pour qu'on soulève carrément une route, un pont qui va pratiquement qui va de Tobor à Ziguinchor. C'est combien de kilomètres? Vous portez ce plaidoyer? Combien de kilomètres? Dites-moi. Est-ce que ça fait 20 kilomètres? Non. On a des pays qui ne sont pas plus nantis que nous, où on a des ponts sur 14 kilomètres. Problème de volonté se pose alors? Ce n'est pas un problème de volonté, c'est qu'il faut que les Casamancés d'abord portent le plaidoyer auprès de... D'abord les Casamancés, d'abord nos élus. En commençant par vous, non? Nos élus, à commencer par nous, oui. Moi, je ne suis pas de Ziguinchor, je suis de Sédhiou. Donc les Ziguinchor... Sédhiou, Ziguinchor, Bignona, c'est tout un ensemble. Oui, non. Sédhiou, c'est Sédhiou, Ziguinchor, c'est Ziguinchor. Que les élus de Ziguinchor portent le plaidoyer de régler cette question de Tobor-Ziguinchor. On ne peut pas continuer à faire des pavés qui cassent tous les 2 ans, c'est pas possible. Il faut un investissement lourd. On a aujourd'hui, techniquement, on peut le faire. C'est du ressort de l'État ou des autorités locales? C'est du ressort de l'État, d'accord, mais il faut que les autorités de Ziguinchor puissent porter le plaidoyer à Dakar. On les a élus, pourquoi faire? C'est pour ça. Voilà, moi, Sédhiou, je me battrai, mais à Ziguinchor, laissez les Ziguinchorois se battre pour Ziguinchor. On a la toute dernière question aujourd'hui. Maintenant, on va aller à la dernière question. On va terminer sur cette question de la paix. C'est vrai que on dit que la communication de l'État reste la communication de l'État. On ne communique pas tout sur le problème de la Casamance. Mais pensez-vous pas qu'il y a un moment aussi de dire voilà ce qu'on faisons, voilà. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, le chef de l'État nous a reçus. J'étais DG à l'époque. Et puis, on était en train de présenter chacun ce que nous étions en train de faire dans nos différentes directions. Et le chef de l'État nous a dit, de toute façon, ce que vous faites, si vous ne le montrez pas, si vous n'êtes ni visible ni audible, ça ne sert à rien. Donc votre question, c'est un peu la même chose. Ce que l'État a fait, ce que le chef de l'État fait en tant que président de la République, il faut que la communication derrière puisse... suivre. Et je pense qu'il a une équipe quand même de communication qui essaye, tant bien que mal, de communiquer autour de ses réalisations. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui ne sont pas connues. Mais peut-être que c'est aussi voulu, parce que ce qui est visible, certainement, n'a pas besoin d'être, chanté. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut davantage une communication dynamique, un peu plus agressive qu'elle ne l'est jusqu'à présent. Voilà. Je vais respecter parce que j'ai dit que c'est la toute dernière question, mais peut-être vous allez m'excuser en 30 secondes parce que je vais prendre la route qui mène jusqu'à Bignona. C'est-à-dire la transgambienne. Elle est à la limite impraticable en cette période d'hivernage. Ça aussi, je pensais qu'en cette période de Covid, on allait profiter de ce blocage de la route pour refaire le travail, mais on constate que la route est encore impraticable, monsieur Senghor. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est catastrophique. Une urgence, non? C'est une hyper urgence. Entre Sénoba et Bignona jusqu'à Ziguinchor, il y a un problème. Mais je crois savoir que le financement de cette route est bouclé et que cette route va très prochainement être reprise complètement comme on a fait la route du Sud là. C'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez là. Absolument, ça je vous le dis. Vous avez une idée du démarrage du travail dans combien de temps? Non, ça je ne peux pas vous le dire. Ce sera dans moins d'1 an au moins. Certainement. Mais ce que je sais, c'est que c'est déjà bouclé, le financement est bouclé et le travail va démarrer incessamment, certainement à la fin de l'hivernage, ça va démarrer. De l'État du Sénégal ou des partenaires? Bon, ça je ne saurais vous dire en tout cas, mais de toute façon, même si c'est des partenaires,
mais c'est l'État du Sénégal qui est à l'origine de l'obtention de ce financement-là, et que ce travail sera fait au nom et pour le compte de l'État du Sénégal. Toute la Casamance attend vraiment que cette route soit réalisée. Monsieur Senghor, je l'ai prise moi-même. Je l'ai prise moi-même. Je vous ai dit, je prends la route maintenant. Donc entre Sénoba et Carrefour, Médina Wandifa, la route s'est complètement dégradée. Elle s'est complètement dégradée du fait des fortes pluies. Les trous se sont aggravés. Et il semble qu'entre Médina Wandifa et Bignona, c'est une catastrophe. Non, ça c'est sûr que ça sera un mauvais souvenir bientôt. Mais je voulais quand même terminer par une note. Vous avez parlé de la sécurité alimentaire. Vous avez parlé de la pandémie. Je pense que quand même, je voulais terminer par ça. S'il y a un enseignement que le pays peut tirer de cette pandémie, c'est que, mais fondamentalement, que nous devons maintenant comprendre, pour ceux qui ne l'ont pas compris, que nous devons nous concentrer sur ce que nous consommons chez nous, nous devons le produire. En commençant par ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Ce que nous consommons chez nous, nous devons le produire. C'est devenu une évidence. Vous prenez The Made in Sédhiou ou in Bignona ou in Ziguinchor? Je parle de tout le Sénégal, depuis la vallée du fleuve jusqu'aux confins de la Casamance dans le Kassa. Ce que les Sénégalais consomment, nous avons l'obligation et l'extrême urgence de nous mettre tous les uns avec les autres pour produire ce que nous consommons. Parce que, vous savez, ce qui nous donne à manger en termes de produits importés, ce qu'il s'est passé là, mais c'est une alerte terrible. Si les gens là, eux, ils n'ont pas assez, ils ferment. Ils disent, nous, il y a une incertitude. Nous gardons nos produits alimentaires parce que nous avons de gros soucis. On fait comment? Le Sénégal sans riz pendant 4 mois, ce sont des émeutes. C'est des émeutes. Or, aujourd'hui, tous les efforts que le département du ministère de l'Agriculture est en train de faire sous la houlette du chef de l'État, je pense que c'est pour... Et ce programme d'autosuffisance en riz, c'était un peu en prévision de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc il faut que ce soit renforcé. Cette question de la souveraineté alimentaire du Sénégal, elle est à portée de main. Ça, c'est la première chose. Donc il faut davantage investir dans l'agriculture, des milliards encore dans l'agriculture, non pas pour dire on a mis des milliards, mais des milliards dans la maîtrise de l'eau, des milliards dans la formation de ceux-là qui sont prêts à s'investir dans le secteur agricole, de faire en sorte que la productivité soit boostée complètement pour qu'on passe des rendements X à des rendements X multipliés par des facteurs exponentiels, c'est tout à fait possible. La deuxième chose que nous enseigne cette pandémie-là, c'est qu'on parle de qualité des aliments, de notre alimentation. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on consomme? Est-ce qu'on connaît la nature de ce que nous importons? Que savons-nous de ce que nous consommons? Rien. Et l'aliment de qualité, c'est l'aliment de proximité. Les circuits courts. Vous maîtrisez ce que vous avez produit, donc vous savez ce que vous avez dans votre bol, dans votre assiette. Le meilleur aliment, l'aliment de qualité, c'est l'aliment de proximité. Donc l'un dans l'autre, nous avons aujourd'hui une alerte forte qui fait que je suis certain que le chef de l'État va mettre davantage de ressources dans le secteur agricole, que le chef de l'État va mettre en branle tout ce qu'il faut pour que ceux-là qui sont aujourd'hui en charge de l'agriculture et tous les jeunes qui s'intéressent au secteur agricole puissent y aller à fond parce que c'est à nous de nourrir le Sénégal. Il a bien fait de dire le chef de l'État, j'espère que le chef de l'État a compris et j'espère qu'il a compris parce que cet exemple de la Covid vraiment a montré qu'il va falloir avoir une certaine indépendance économique, une certaine indépendance alimentaire et j'espère que ce cri de cœur sera bien entendu. C'est le premier à l'avoir compris. Espérons que cela va être réglé définitivement même si on va y aller progressivement. Monsieur Senghor, nous vous remercions, ce fut un plaisir de vous recevoir ici chez vous à Sédhiou, une population qui est très 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 ancrée dans sa culture. Vous savez que Sédhiou, c'est dans la région naturelle de Casamance, c'est là où on a le meilleur potentiel agricole je dirais pas du pays, parce que ce que nous avons dans le nord du pays, du fait qu'on a 1700 km d'eau douce, c'est un avantage qui est énorme,
en partant de Dagana jusqu'à Bakel. C'est 240 000 hectares de terre. Ça, c'est un trésor. Mais si on prend la région naturelle de Casamance, Sédhiou, c'est le cœur. C'est vraiment le poumon agricole en termes de potentiel de la région naturelle de Casamance. Vous prenez le sud, la région, la zone de Goudomp, c'est indicible ce qu'on a là-bas. Vous prenez l'axe Sédhiou, Marsassoum, ce que nous avons comme potentiel agricole, on l'a nulle part. Vous prenez le Pakao, nous l'avons nulle part. Donc là, ce sera l'avenir agricole du Sénégal se trouve dans la région de Sédhiou. La prochaine fois, je viendrai visiter vos champs parce que j'ai appris qu'il y a vous êtes un grand agriculteur. Absolument. Et c'est l'occasion pour moi aussi de souhaiter vraiment une bonne fête de la paix. Et parce que je pense que c'est une fête de la paix. Hein. La journée internationale de la paix, ça doit être une fête. Fêter, comment fêter tout cela? C'est de permettre aux gens d'avoir une petite idée de dire la paix, il n'y a pas rien. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que la paix. Souhaitons que cette Casamance retrouve vraiment cette paix tant chantée, tant souhaitée. Et c'est l'occasion pour moi de dire bravo à tous ceux-là qui s'impliquent pour la paix en Casamance et les prières à tous ceux-là qui pensent à un retour définitif de la paix en Casamance et à la paix partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci Senghor. À la prochaine.